frère Didier, il Oui. était déjà motard. Ouais. Je l'ai connu dans le domaine de moto, en fait. Oui. Et il était mon petit frère, et puis il était mon ami, il était tout pour moi. Et du coup, on était au concert, et puis voilà, on est venu. Il m'a dit, Oscar, viens me voir. Puis après, on m'a annoncé que... C'est lui qui t'appelle? Ouais, il m'a appelé, il m'a dit, Oscar, viens me voir, parce Oui. que je suis assis vers 2 plateaux, quelque part là-bas, viens me voir. Oui. Je suis là, dans une cave, tout ça, on va faire un peu de moto par rapport aux promos et tout. Oui. Je lui ai dit, donne-moi 10 minutes, le temps de m'habiller, me laver, tout ça, je vais te retrouver. Donc le temps de me laver, tout ça, j'étais dans la douche, et puis boum, on m'a appelé, me dit, Oscar, viens vite, Arafat, t'es tombé en moto. Il dit, non, c'est pas possible, parce que je peux pas croire à ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, démarre ta voiture vite fait, et puis tu viens. Donc je me mets dans la route directe, je suis venu, j'ai trouvé mon frangin qui était couché par terre, Oui. puis j'ai vu sa moto à côté. Franchement, il était abîmé. Puis le policier m'a dit, tu restes pour le constat, puis après tu le retrouves à l'hôpital. Arrivé devant l'hôpital, Oui. j'ai forcé pour rentrer, puis j'ai vu mon ami dans un état critique bizarre. Ça m'a fait du mal parce que D'accord, mais vous en avez l'habitude. La moto, vous en avez l'habitude. je faisais de la moto, Oui. parce que toute la folie d'Arafat par rapport aux motos et tout, Oui. vient de moi. Ok. Tu es un peu son formateur. Voilà, son formateur et tout. Oui. À un moment, il avait dit qu'il arrêtait, il ne voulait pas arrêter, il va arrêter, il ne voulait pas arrêter. Ça m'a fait bizarre. Ok. Et puis, ces derniers temps qu'il est quitté à Paris, il est revenu, il a acheté 2 motos, et puis il ne m'a pas dit, il m'a fait une surprise. Je suis arrivé dans son garage, j'ai vu les 2 motos. Oui, d'accord. Puis il m'a dit, Oscar, voilà, il vient d'acheter les 2 motos, j'ai fait encore de la moto. Ok. D'accord. Le Duc, tu étais avec Arafat? Pour ma part, en fait, Arafat, on ne s'est pas vu le même soir. Oui. J'ai été appelé très rapidement. On me dit, ton petit vient de faire un accident, mot pour mot. Oui. Bon, tout de suite, je pense que c'est une blague, hein, donc je ne crois pas trop. Et avec insistance, je me rends compte qu'effectivement, il y a une gravité. Donc j'arrive sur les lieux, je me ferai un chemin, j'arrive justement, je le vois allongé, et j'essaie de le prendre, je lui parle. Il ne me répondait pas. Je fais un constat, je vois qu'effectivement, la situation est critique. Parce qu'il agonise. Donc on essaie de créer une petite barrière de sécurité. Les pompiers arrivent, on le prend, et je le retrouve plus tard à la polyclinique. Dans les premiers instants, on n'a pas pu justement avoir un diagnostic. J'ai réussi à approcher le médecin qui me dit ouvertement, le pronostic vital est engagé, très sérieusement engagé. Et là, je comprends que nous sommes en train de perdre un monument. Voilà. D'accord. Mola, comment tu apprends et comment tu arrives sur les lieux, toi? Alors moi, on est dans une soirée privée avec une personnalité politique et il y a mon petit frère qui m'appelle pour me dire je suis sur un lieu d'accident. Arafat vient d'avoir un accident. Je dis il y a qui à côté? Je dis c'est les accidents là encore, façon. Hein. Il dit non, c'est très sérieux tout ça. Je demande en fait aux équipes qui sont là de le ramener à la polyclinique. Automatiquement, on apprend, j'informe les autorités du pays, dire que c'est sérieux parce qu'on me fait un retour pour me dire que c'est super sérieux. Et donc tout de suite, les autorités s'engagent à faire en sorte que toutes les charges... Il a été pris en charge. Il a été pris en charge automatiquement à la minute. Ce qui était humainement possible a été fait. Non, ça c'est évident, c'est une évidence, c'est-à-dire à la minute, je l'ai même dit. Je l'ai même communiqué sur mes réseaux. Il a été pris en charge automatiquement. Mais comme on est en Côte d'Ivoire et qu'on tombait dans un jour férié, effectivement, il y avait besoin de certaines choses. Donc on a délégué quelqu'un. Et il y a une petite sœur à moi qui était là-bas, qui est très proche de Didier, qui a toujours été là, et c'est elle qui était mon relais là-bas. Et donc dès que je l'ai eu, je la connais depuis qu'elle a 13 ans, elle est avec Didier depuis je ne sais plus combien d'années. C'est des frères et sœurs. Oui. Et donc c'était mon relais là-bas. Et donc on apprend la nouvelle. Après je me rends là-bas à 4 h du matin. On a la nouvelle. On sait qu'il est pris en charge. On me dit que c'est très compliqué, c'est très délicat. Après on discute avec les médecins. Les médecins nous disent ce qu'ils lui ont dit. Le pronostic vital est sérieusement engagé. Oui. Et donc je demande qu'il n'y ait pas de diffusion d'infos n'importe comment. Et donc on en parle avec le premier médecin. Il a dit quand même ceux qui s'occupent des questions cérébrales viendront vous donner plus de détails. Et donc finalement, je suis en contact. Je demande à ce que les informations soient tues. Effectivement, parce que c'est une icône de notre pays.
Et à 8h20, on a l'information décisive qui nous annonce que malgré tout, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de chirurgie, on a été un moment obligé de le mettre en sédation très tôt pour que son corps puisse reprendre. Donc il a fait un arrêt cardiaque à 8h05 et à 8h12, il est décédé. Les médecins ont tout fait pour le réanimer, mais il était dans une situation vraiment délicate. Ce ne sont pas des blessures faciles. Je m'excuse auprès des Ivoiriens, mais il faut qu'on dise la vérité pour que les gens arrêtent de penser qu'il est vivant, il va revenir. Donc c'était un moment délicat, difficile, et là, à un moment, on est dans la réalité. Mais le message que je veux porter aux autorités ont été présentes. Parce que, avant de faire les annonces, il y a eu beaucoup de réflexions sur nos ministres de tutelle. Très bien. Voilà. On est là aussi pour rappeler à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, au monde entier, surtout aux fans de Didier Arafat, d'être disciplinés, parce qu'on entend énormément de choses, on aime tous Arafat, et la jeunesse ivoirienne est disciplinée. Je pense que c'est l'un des moments, elle doit profiter de ce moment-là pour montrer effectivement qu'elle est disciplinée. Ah oui, concernant la discipline, c'est vrai que on demande, nous sommes un comité d'organisation qui est en train de se créer, et on demande de la discipline aux jeunes qui sont dans la rue actuellement, qui sont en train de démontrer qu'ils ont de l'affection pour leur artiste. Il faut que vous compreniez que l'image de la Côte d'Ivoire est engagée à travers une icône nationale. Bien sûr. Et donc, il y a des actes à ne pas poser. Déjà, il faut respecter les autres concitoyens qui passent. Il faut que vous alliez communier avec votre artiste. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à X temps, sur le stade d'Angré. Dans la discipline, en tout cas. Et dans la discipline. Dans la discipline. Et dans la discipline de le respect. On reviendra à toi, Moula. Voilà. John J, présentateur radio TV. On a vu le poste que tu as fait ce matin. Le poste, c'est un poste de soutien, malheureusement. Moi, j'avais une relation très particulière. C'est une relation filiale. Moi, j'ai une relation particulière avec sa mère. Sa mère est une amie très proche. Oui. Il m'appelait affectueusement le vieux. Il m'arrivait parfois d'échanger avec lui sur des sujets. Oui. Même quand il était en inimité avec certaines personnes. Il allait prendre conseil auprès de toi, moi. Comme nous tous nous le faisons. Voilà. Ouais, auprès de toi. Ouais. Alors, je voulais dire bravo et merci à la RTI de lui consacrer ce temps. Oui. Il est un phénomène. Oui. Il a su mettre l'histoire de notre vie en musique. Il a tracé son mouvement auquel ont adhéré des milliers de jeunes. Oui. Il avait un impact indescriptible que nul ne pouvait arrêter. On peut ne pas l'aimer, mais il était impossible d'arpenter une rue en Côte d'Ivoire sans qu'on ne vous parle de Arafat Didier. Issu d'une famille modeste. Il a laissé des traces. C'est important. Mais je pense qu'il a visité chacun de nous. Parce que moi, j'étais chez une amie, Mariam Koulibaly, et on parlait de l'impact qu'il avait sur une frange de la population. Et quelqu'un me disait, ton petit là, on l'aime ou on l'aime pas, mais il ne laisse personne indifférent. On était en train de parler de cette puissance qu'il avait, cette aura qu'il avait. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que le maître du temps et des circonstances aurait décidé autrement. Mais je me range à votre avis pour dire aux uns et aux autres, la douleur, elle est éprouvante, elle est pesante, mais gardons-nous de défier Dieu. C'est Dieu qui a décidé que cela se fasse comme ça, que sa volonté soit faite. Faisons en sorte que son âme repose en paix et pensons donc à ses amis, passons à tous ceux... À sa famille. À sa famille, à ses enfants. Et nous n'allons pas refaire le monde. Chacun de nous va y passer. Mais allons à l'essentiel.
Rendons-lui l'hommage qu'il mérite. Il est venu comme un héros. Il a parlé de moto. Il a rendu hommage à un de ses amis qui s'appelait Jonathan. Et lui, il repart chez Dieu suite à un accident de moto. Oui. C'est... Tout est écrit là. Tout est écrit. Oui, tout est écrit. Donc prenons acte Oui. et prions pour le repos de son âme. c'est tout, que Oui. sa volonté soit faite. Merci beaucoup, John J. Je sais que tu es très pris. Voilà. On va te libérer, mais seulement je voudrais que tu regardes avec nous en 2 minutes et demie un condensé de la carrière d'Arafat DJ. C'est extrêmement long, mais pour les besoins de la cause, on a fait cet élément. On regarde et après, on revient en plateau. De son vrai nom, Ange Didier Huyon, Didier Arafat, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra Saotao le dictateur et récemment le Daishikan, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon. Chanteur, compositeur, producteur, arrangeur, Didier Arafat a eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Retour sur un vécu qu'on pourrait comparer à celui d'une étoile filante.